Il y a des noms qu'on connaît sans vraiment les connaître. Côtes-du-Rhône en fait partie. J'ai souvent lu sa mention sur les étiquettes, sans jamais imaginer le terroir caché derrière ces bouteilles. Alors j'ai eu envie de remonter le fil, de découvrir qui sont celles et ceux qui font vivre l'un des plus grands vignobles de France. En arrivant dans la région des Côtes-du-Rhône, tout près d'Avignon, j'ai d'abord été enveloppée par la lumière d'un matin de printemps. Et puis par les paysages, les rangs de vignes, les champs d'oliviers et le relief des dentelles de Montmirail qui découpent l'horizon. Pour me parler de sa région d'adoption et de son métier de négociant, Xavier me fait grimper jusqu'à l'une de ses parcelles préférées. Avec Céline, on s'installe à une petite table ensoleillée dans le camping joint à son domaine. À travers ces rencontres, j'ai découvert que le vignoble n'est qu'une porte d'entrée vers un territoire qui se visite, se raconte et se vit. Vous écoutez Les Escales Généreuses, un podcast de l'appellation Côtes-du-Rhône. Je suis Céline, vigneronne au domaine des Favards à Violès, dans le sud de la vallée du Rhône. Et la totalité de nos vignes est conduite en agriculture biologique. Moi, je suis revenue au domaine en 2010, où j'ai pris la succession de mon père. J'ai pas toujours été vigneronne, tout simplement parce que j'avais largement été encouragée par mes parents à faire autre chose que paysan. Je cite leurs mots là. En fait, ils me disaient, tu as les capacités de faire des études, il faut que tu en profites, et comme ça, tu auras un beau diplôme avec un emploi où tu travailleras moins, où tu seras mieux rémunéré que poste de paysan, quoi. Donc j'ai suivi leurs conseils, en bonne enfant obéissante. Et donc j'ai fait des études en université. Et suite à ça, donc, j'ai travaillé 5 ans dans l'industrie chimique, dans une entreprise qui récupérait les sarments, donc les déchets de la taille. Je travaillais quand même sur la vigne, mais malgré tout, il y a un moment où la question s'est posée. J'avais fait quand même un petit peu le tour de ce que j'avais à faire dans ce poste en chimie. Et mon père était à un âge où on se posait la question, est-ce qu'il devait prendre la retraite et tout vendre, ou c'était quand même, je le voyais, un peu compliqué à prendre comme décision pour lui. Et donc je me suis dit, tiens donc, je vais quand même aller un peu essayer. 1 ou 2 ans, voir si ça serait pas aussi sympa, vigneron, comme métier. Bon, j'y avais déjà un peu goûté pendant mes études et évidemment pendant mon enfance. J'y retournais, pas juste pour essayer en réalité, j'avais quand même envie que ça fonctionne, quoi. Et une fois qu'on a mis la main à la pâte, difficile de faire marche arrière quand on est passionné, quoi. Je suis Xavier Vignon, je suis un Picard d'origine, arrivé dans la région en août 96, donc on va fêter les 30 ans. J'étais plutôt scientifique, donc ça m'a amené à l'œnologie. Je suis issu d'une famille de compagnons du devoir, donc c'était dans la taille de pierre, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, mais en tout cas, je suis venu ici pour perdurer une tradition familiale, et c'était pour finir mon Tour de France. J'étais la 6e génération prédisposée à faire le compagnonnage en taille de pierre, mais j'ai eu la liberté de faire ou de ne pas faire ce que je voulais. La seule chose où le grand-père et le père m'ont dit quand même, d'accord, le vin c'est bien. Donc tout le monde a cautionné ce choix un peu magique pour tout le monde. La seule contrainte quelque part, c'était fais au moins ton Tour de France. C'est-à-dire pendant 10 ans, avant de te positionner quelque part, profite de ces 10 années pour t'inspirer d'autres cultures, d'autres rencontres. J'ai failli signer en Australie pour un contrat de plusieurs années. Et c'est vraiment cette impulsion de respecter cette tradition et de finir un Tour de France qui m'ont ramené ici en 96. J'avais bossé dans d'autres régions et j'arrive ici et je tombe complètement amoureux des dentelles de Montmirail. Là où on se situe aujourd'hui, au cœur des dentelles. Et ça, ce coup de foudre, ça fait bientôt 30 ans. Après quelques années, je crois que c'est 3 ou 4 ans, j'étais tellement amoureux et imprégné que j'avais du mal à entendre que la vallée du Rhône était quand même une petite région. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, les Côtes-du-Rhône n'étaient pas forcément très reconnues et ça me gênait un petit peu, donc moi je continuais à bourlinguer. Et puis, à force d'entendre, mais Xavier, que fais-tu là-bas ? Tu as travaillé dans de grandes régions, pourquoi es-tu en vallée du Rhône ? Donc là, ça me motive pour faire quelques assemblages avec des vignerons amis. Donc je faisais des petites bouteilles en mettant dedans une bonne vingtaine de vignerons avec lesquels je bossais et qui n'étaient absolument pas pour être vendus, c'était juste pour montrer aux amis qu'on pouvait faire de belles choses sur des appellations pas encore connues ou reconnues. Et du coup, c'est parti d'une blague de 2 vignerons, un à Baume de Venise et un à Châteauneuf-du-Pape. Et sans me le dire, ils ont envoyé ces fameuses bouteilles que je faisais au Guy d'Hachette. En septembre 2000, on m'appelle de partout et on me dit « mais bravo ».
Et là, je découvre que je suis devenu négociant, puisque la blague était Xavier Vignon, les vins d'un négociant, et qui apparaissent dans le guide avec un coup de cœur, quelques étoiles. Et du coup, beaucoup de gens venaient à mon domicile personnel, puisque c'est l'adresse qu'ils avaient donnée. Et là, c'est incroyable de se retrouver avec plein de gens qui font des fois des centaines de kilomètres, qui se retrouvent devant votre porte et qui demandent à trouver du vin. Et puis d'une bouteille, les gens étaient plutôt insatisfaits, dire non, on veut un carton l'an prochain. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et d'un carton, voilà, ça a été, tout en gardant l'activité de conseil, je suis officiellement devenu négociant, et aujourd'hui, ça a été jusqu'il y a peu ma plus grosse activité. Alors le métier de négociant, tel que je le vois, c'est assez génial. C'est un vrai sport d'équipe. On a peut-être souvent la malchance de ne pas être propriétaire de vigne, mais c'est aussi la chance d'exercer sa passion par ailleurs. Et l'idée pour moi d'être un négociant, c'était d'avoir la liberté de faire, la liberté de ne pas faire. Ça, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Et puis, c'était d'être capable de mettre, avec moins de limites que dans du parcellaire, plein d'amis ou plein de vignerons dans une même bouteille. Cette notion d'assembler avec une vision extrêmement large. C'est-à-dire que je me souviens de mes premières cuvées, on mettait rapidement 20 vignerons dans une même bouteille. Ça, c'était une règle aussi de compagnonnage. Pendant mon enfance, j'ai beaucoup suivi mon père, mais naturellement, plus souvent à la cave. C'est là où je me sentais le mieux. Alors j'étais déjà bien dans les vignes et bien quand je l'accompagnais pour vendre du vin, mais la cave, ça a toujours été le lieu où je me sens bien, et c'est le lieu où je ne sortirai jamais, quoi. Si je me fais pas violence en me disant pendant les vendanges, bon là c'est 20h ou 21h, maintenant il faut rentrer, j'ai pas envie de rentrer en fait. J'adore les odeurs, j'adore l'ambiance, j'adore les actions qu'il faut y mener. Voilà, monter les pompes et les tuyaux, ça paraît bête, mais c'est comme un gamin qui joue au Lego peut-être, j'en sais rien, mais c'est là où je me sens bien. Tout part de mon arrière-grand-père, donc c'est lui qui dans les années 1920 a acheté la bâtisse et les terres qui sont autour, et c'est lui qui a commencé pour la première fois à planter de la vigne et à construire un bout de cave pour y faire son vin. Et c'est mon père qui, lui, a tout transformé en vigne et a commencé à commercialiser le vin en bouteille. Pour ça, il fallait mettre des étiquettes sur les bouteilles et donc trouver un nom pour le domaine. Et il l'a appelé domaine des Favards parce que Favard, c'était le surnom de mon arrière-grand-père, donc son grand-père, et qu'il admirait beaucoup. Favard en provençal, ça vient de fève dans le gâteau des rois. C'est celui qui a toujours la fève, le chanceux. Il était donc surnommé le chanceux, mais moi j'aime y voir un peu ma version de l'histoire. On peut dire que c'est quelqu'un qui a de la chance en général dans la vie, mais on peut aussi imaginer que c'est l'image qui est renvoyée. C'est-à-dire quelqu'un qui a toujours le sourire, qui voit toujours le positif dans la vie, il renvoie aux autres une image de chanceux. Il ne l'est pas forcément, mais c'est l'image qu'il renvoie. Et j'aime à penser que c'était pour ça qu'il était surnommé le Favard. Et Dentelles, c'est vraiment un faciès géologique déjà extraordinaire. La géologie nous a apporté beaucoup de chance parce qu'on a des terroirs qui n'existent nulle part ailleurs, notamment le Trias, un des terroirs qui est le seul à avoir une résurgence locale. C'est très accidenté, ce qui fait qu'on a des micro-terroirs qui sont très nombreux. On se retrouve à aller sur Google Maps, vous regardez et vous êtes à 2 km. En réalité, vous pouvez être à 600 mètres d'altitude plus haut et donc vous avez des vendanges qui se décalent de 3 semaines à un mois. Donc quand on aime les vendanges, les dentelles de Montmirail, sans faire de beaucoup de kilomètres, vous avez déjà cette diversité. Bien sûr, il y a le vin. Bien sûr, il y a toutes les cultures environnantes qui sont différentes du vin. Il y a cet attrait à la beauté des paysages. Là, juste derrière le petit col, on a le Ventoux. Donc on a des microclimats. Comme là aujourd'hui, un jour de Mistral, on trouve un endroit pour se protéger. S'il faisait très chaud, on serait carrément de l'autre côté. Et c'est cette sensation de toujours trouver un endroit où on va être dans le bien-être. Et toutes les saisons. Moi, je trouve que c'est assez magique. Il y a toujours du vert, il y a ces printemps, ces automnes. Donc d'un point de vue paysager, je comprends les grands peintres. Parce que je trouve qu'il y a de quoi trouver de l'inspiration quand on aime l'art. C'est parce que je suis partie et j'ai vécu ailleurs en France ou parce que j'ai peut-être voyagé un peu plus que la moyenne à une certaine période que je me suis rendu compte du regard que les autres portaient sur ma région.
Et c'est parce que les autres m'ont dit, mais enfin, lève les yeux, regarde le moment tous les dentelles, regarde la vue, regarde la météo que vous avez, les paysages, que j'ai ouvert les yeux en me disant, mais en fait, c'est vrai. Il y a des sons, il y a des odeurs. Quand on est œnologue, on aime les odeurs. Et là, on se promène toute saison. Il faut aimer le Mistral, donc ça fait partie du jeu. C'est tellement diversifié que, bien qu'en ayant bougé et continué à bouger beaucoup, moi, quand je reviens ici, je suis toujours fan et tellement heureux de rentrer. Ici, au domaine des Favards, il y a en fait 2 activités, l'activité camping et l'activité domaine viticole. L'activité domaine viticole, donc c'est moi qui l'ai reprise en 2010. Et l'activité camping, elle a été reprise par ma sœur. On accueille beaucoup de public et ça a toujours été un plaisir pour nous d'accueillir les gens et de leur faire découvrir notre métier, notre façon de travailler et notre façon aussi de voir l'écologie, l'environnement, etc. C'est vraiment quelque chose dont on aime parler. Mon père, déjà, il a commencé à mettre du vin en bouteille pour le vendre en direct aux particuliers parce qu'il voulait aller à la rencontre des gens. D'ailleurs, il a fait toute sa carrière en vendant du vin en France, mais par un système de livraison, où c'est lui-même avec un camion qui allait livrer des particuliers qui se groupaient entre voisins, entre amis, entre collègues de travail pour passer commande. Il a plaisir à rencontrer les gens et à expliquer son métier. Et pour aller un peu plus loin, du coup, il a créé un camping il y a 32 ans avec l'idée d'accueillir les gens à qui il vendait du vin directement chez lui pour faire découvrir son métier à ses clients qui achètent déjà son vin. C'était quand même assez étonnant parce que lui-même n'était jamais parti en vacances ou presque et avait surtout jamais fait de camping. Mais parce qu'à l'époque, il avait déjà rencontré depuis quelques années une famille de Normands qui faisait du camping sauvage dans la commune chaque été. Il avait vraiment sympathisé avec cette famille-là. D'ailleurs, ça fait partie des premiers clients qu'il a livrés avec son camion directement en Normandie. Et si eux, ils venaient camper dans la région, s'ils étaient fascinés de voir le Mont Ventoux, de voir l'Ouvèze ou voilà, la région et ses vins, c'est qu'il y avait bien quelque chose à faire. Ils étaient fans de vélo, c'était leur première idée quand ils sont venus ici. Et en fait, quand ils sont venus ici, ils ont rencontré des gens formidables, une région viticole dans laquelle ils se sont plu. Et encore aujourd'hui, ils reviennent tous en vacances avec leurs enfants, leurs petits-enfants, toujours dans la même région. Pour certains, ils ont carrément acheté des maisons de vacances dans le village et pour d'autres, ils viennent encore camper chez nous. Ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est qu'il y a 32 ans, avoir l'idée quand même de faire un camping, d'arracher les vignes, c'était sacré, un territoire sacré à l'époque. Mon grand-père, à l'époque, n'a pas failli s'en remettre, mais il nous a quand même soutenus au final, mais ça a été compliqué. On a arraché des vignes pour faire un camping. Enfin, tout le monde a pris mes parents pour des fous, en fait, y compris les banquiers d'ailleurs. Ça a été très très compliqué d'aller trouver des financements pour faire un camping. Tout le monde nous disait, mais pourquoi les gens ils viendraient ici ? Il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne. Mais en fait, il y a plein d'autres choses. On a la chance, allez, si on veut marcher quelques kilomètres, pas plus, d'avoir un accès surélevé à la vallée du Rhône. Et là, vous voyez toute la plaine du Comtat. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un château fort quand on est dans le coin, avec une vision où on se sent protégé parce qu'on est en altitude. Alors, il faut vraiment se pencher au levant, là où il faut être, le soleil dans le dos, illuminer les dentelles, voir les petits villages comme Suzette, les dentelles qui s'éclairent. On peut découvrir le patrimoine du Vaucluse avec le Palais des Papes à Avignon ou le Théâtre Antique à Orange, par exemple, qui sont des lieux très intéressants à visiter. Et on peut aussi être en mode un peu plus chill en allant faire les marchés de Provence, celui de Vaison-la-Romaine qui est évidemment très connu, mais moi j'affectionne particulièrement celui de Sainte-Cécile. Sainte-Cécile-les-Vignes, c'est un petit marché qui a lieu le samedi matin, qui est encore très couleur locale. Le no-tourisme, c'était aussi un autre cycle en disant, bon sang, je sais pourquoi je suis tombé amoureux du coin. J'aime bien voir des activités qui permettent aux petits, donc aux petits, c'est dès 5-6 ans, jusqu'aux un peu plus âgés, 80-90 ans, de pouvoir en profiter. Donc on a des activités un peu sportives. Il y a des balades en cheval, on fait du yoga dans certains endroits, parce que la nature nous le permet. Des activités, je dirais, intellects, de la lecture. Surtout, on essaie de se mettre en harmonie avec des lieux. Il y a tellement de lieux différents que vous pouvez jouer avec cette diversité
Il y a des endroits où la musique résonne, tout simplement. On a un endroit où j'appelle le cirque, c'est une sonorité incroyable. Donc là, on va aller y jouer de la musique. On a la chance aussi d'avoir une diversité de parcours. Donc on a des routes goudronnées, on a des chemins, on a des sentiers. Alors moi, je suis un peu plus fan du VTT, donc on a des petits parcours qui permettent en 1 heure ou 2 de découvrir 5 appellations, tous les cépages environnants, de s'arrêter manger quand c'est la bonne période, un abricot ou des cerises sous l'arbre. On accueille avec grand plaisir les familles. Et puis c'est surtout, vous savez, c'est toujours donnant-donnant, donc c'est ce qu'on reçoit. Alors à l'époque où on a créé le camping, il n'y avait que les visites de cave et les dégustations comme activité organisée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on propose de nombreuses activités qui tournent autour de la découverte du métier de vigneron. Les visites de cave sont toujours là, évidemment, mais on visite les vignes aussi. Et c'est une activité qui est vraiment intéressante, où j'aime emmener les touristes, parce qu'en fait, d'instinct, quand on est en vacances, on a plutôt l'idée de visiter une cave si on veut découvrir un vignoble, parce qu'on n'imagine pas ce qu'il y a autour. Mais en fait, les vignes, tout part de là. J'ai le souvenir aussi d'une cliente hollandaise qui était au camping et qui s'était inscrite à la visite des vignes. Et du coup, elle a été particulièrement attentive à chaque étape de la visite. Je voyais bien qu'elle était vraiment passionnée et intéressée par ce que je racontais. Et à la fin de la visite, elle m'est carrément tombée dans les bras, la larme à l'œil, en disant « j'ai rencontré vraiment une personne, quoi. Je l'avais touchée ». Et c'était hyper émouvant pour moi. J'ai l'impression que ça se communique facilement ici, c'est que les gens sont admiratifs de ce qu'ils voient. Il n'y a pas grand-chose à faire en fait, c'est juste leur donner une chance de découvrir. En fait, on partage et du coup, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est surtout toute l'énergie qu'on reçoit quand on est avec quelqu'un qui a les yeux qui brillent parce qu'il était allé à un endroit qu'il découvre et surtout qui vous regarde et qui vous dit « mais pourquoi je ne suis pas venu avant ?» Aujourd'hui, c'est vrai qu'au domaine des Favards, en tout cas, le tourisme est devenu essentiel pour nous. Parce que déjà, il nous permet de vendre une bonne partie de notre production, que ce soit sur place quand on a des gens qui viennent camper chez nous, mais que ce soit aussi sur les salons en hiver quand on les retrouve et qu'on va au plus proche de chez eux. Aujourd'hui, si on devait arrêter de faire du tourisme, il faudrait revoir entièrement notre politique commerciale parce qu'elle est énormément portée sur les touristes qui visitent la région. Il y a un tiers de mes activités qui est consacré à l'accueil du tourisme, à faire la promotion des activités et à garder le lien avec eux, y compris en hiver, quoi. Les touristes qui viennent chez nous, déjà, c'est des gens avec qui on crée vraiment du lien, donc qui sont pour nous un soutien sans faille. Et on ne parle pas que de soutien financier en réalité. Parce que de les voir revenir chaque année en disant les vins ils sont bons, etc., machin, ça fait du bien au moral aussi. C'est aussi personnel, l'envie d'accorder du temps pour faire découvrir l'environnement, pas que des dentelles, mais l'environnement de la région, plaisant, parce que ça occasionne plein de nouvelles rencontres. Alors oui, ça prend du temps, mais vraiment, je pense que ça mérite d'y passer. Ça permet de se la jouer plus sport co, parce que le no-tourisme, c'est aller manger là, aller boire ça, goûter chez ce vigneron. Et je trouve que ça développe la solidarité. Parce que tout seul, on n'est pas grand-chose. Et moi, ce que j'aime, c'est à l'occasion d'être un des maillons dans une chaîne qui permet de faire profiter non seulement ceux qui le font, parce que c'est aussi de belles rencontres, et puis d'essayer de contribuer à une espèce de synergie globale, parce que j'en suis convaincu, la région n'est pas encore assez connue. Et je ne sais toujours pas pourquoi, donc j'ai envie de participer. Il n'y a pas de preuve à donner, mais simplement à faire découvrir ce petit paysage merveilleux dans lequel on vit aujourd'hui. Vous venez d'écouter Les Escales Généreuses, un podcast de l'appellation Côtes-du-Rhône, cofinancé par l'Union européenne et produit par Louis Créative, l'agence de Louis Média. Merci à Céline Barbeau et Xavier Vignon pour leur participation. Je suis Fanny Sauveplane et j'ai tourné et monté cet épisode. La réalisation est de Alix Lachiver et Louise Normand en a supervisé la production.